ces 4 héros, on a Fennec, Yae, Sigurd et le dernier, j'oublie toujours son nom, Talon. Talon. Voilà, ces 4 héros, qui sont-ils dans le lore? En soi, c'est pas vraiment des personnes particulières, c'est plus en fait qu'ils ont acquis au cours de leur vie un très grand pouvoir, et donc du coup, de leur pouvoir, ils se sont dit qu'ils pouvaient en faire quelque chose, et individuellement, plus ou moins, on verra plus tard, ils ont décidé de rejoindre ce qu'on appelle la guilde des trackers, qui est basée à Doreholm, où là, en fait, ils ont été recrutés, et étant donné la puissance qu'ils avaient chacun dans leur domaine, ont rapidement grimpé les échelons là-dedans au point d'en arriver aux points les plus hauts. D'accord, donc Guild Tracker, pour les je rappelle, c'est ceux qui chassent les démons. Globalement, oui. Globalement. Au début, en fait, cette organisation n'était pas du tout à but de traquer les démons, c'était plutôt à but de protéger en fait l'extérieur de ce qu'on appelle la faille des animats, de bloquer en fait tout simplement les animats de rentrer dans les royaumes humains, parce que c'était le sud des royaumes des humains à cet endroit-là. Sauf qu'au final, étant donné que y a eu cette menace des démons, les animats eux-mêmes ne sortaient même plus de leur faille parce que eux-mêmes se faisaient attaquer. Donc du coup, il y a eu changement de direction et plutôt que de traquer les animaux, ils ont traqué globalement tous les démons qui apparaissaient dans la zone et plus globalement ont des délégations un petit peu partout dans les différents royaumes pour pouvoir aider en cas de besoin. D'accord. Donc sous un format assez simple, description on va dire race, historique, compétences, est-ce que tu peux nous décrire chacun des 4 persos, mettons commençant par Sigurd? Ok. Sigurd, c'est un Néadine, du moins physiquement, parce qu'il n'en est pas exactement un totalement. Il a une certaine ascendance du côté des phénix, tout simplement. Très lointaine tout de même. C'est pas le descendant direct d'un phénix, loin de là. Mais toujours est-il que ça lui donne une aptitude particulière à manipuler la magie, en même temps que ça lui donne une certaine résistance. C'est un combattant globalement en mêlée. Globalement, il maîtrise très bien en fait ce qui est utiliser un énorme flux d'énergie d'un seul coup, le concentrer dans son corps pour pouvoir le relâcher en un moment. Ce qui explique justement un des événements clés dans la lutte contre le Kalaktak, l'ouverture de la faille sous le Kalaktak qui l'a propulsé une trentaine de mètres sous terre. C'est-à-dire qu'il a réussi à ouvrir une faille en un instant suffisamment grande pour englober le Kalaktak et d'autres trucs avec. Donc voilà. pour le visuel, un pouvoir qu'on pourrait peut-être comparer à celui de Rook un peu dans Origins. Qu'on pourrait comparer à celui de Rook, effectivement, si ce n'est que là où Rook, il a besoin de recevoir des coups pour renvoyer en fait, emmagasiner de l'énergie. Lui, c'est juste, il va puiser de l'énergie directement dans le plan énergétique, il va la stocker en lui, et en fait, comme il a justement cette ascendance de phénix en lui, son corps peut stocker beaucoup plus d'énergie avant de se carboniser, littéralement, donc il peut relâcher beaucoup plus d'énergie d'un coup, ce qui fait au final des sorts entre guillemets très dévastateurs. Donc en gros une bombe atomique, le genre de machin qui peut balancer toute la puissance d'un coup et après qui a besoin d'énormes temps pour pouvoir récupérer. Voilà, parce que son corps en est très affaibli derrière. Ok. Ouais. Donc ça c'est pour le premier. Ensuite Talon. Talon, donc lui c'est le plus globalement mystérieux des 4, étant donné que c'en est un dont on n'a jamais vu le visage, que ce soit à n'importe quel moment, que ce soit lors de ses apparitions au conseil, que ce soit lors de ses temps à la guilde des trackers en tant que tel. Mais toutefois, c'est un Drain, en tant que tel, qui, lui, maîtrise globalement bien tout ce qui est magie de téléportation. Il ne maîtrise pas les portails, mais il maîtrise très bien les magies de téléportation, et donc peut téléporter des choses, des objets, des personnes, avec lui ou sans lui, à différents endroits. Et sinon, il arrive à manipuler un petit peu de la magie brute directement, ce que globalement personne n'arrive à faire, justement grâce à cette idée de téléportation. C'est-à-dire qu'en fait, il va chercher directement l'énergie brute dans le plan, sans passer par on ouvre une faille, il va juste la chercher directement dans un plan, il la ramène dans le plan et il la matérialise. Et matérialisée sous forme de sous forme de trait arcanique, sous forme d'explosion, voilà. Tu veux, magie, ok d'accord. Donc en gros un magicien assez puissant qui peut se mouvoir sur le champ de bataille et envoyer des compétences brutes directement. C'est ça. Ok, ensuite Yae, parce que Fennec on le connaît très bien donc ça peut être le dernier. Yae. Yae c'est justement quand je disais le cas ils ont tous rejoint individuellement la guilde des trackers, c'est pas vraiment le cas. Pour elle, c'est
elle a rencontré Sigurd, et Sigurd l'a sortie au final de sa forêt. C'est une Éowyn. Mhm. Et justement, avec toute cette loi de non-ingérence, le fait est que elle a rencontré Sigurd, et au bout de plusieurs mois qu'ils ont passé ensemble à discuter, etc., il a réussi à la convaincre que son pouvoir, justement, pouvait dépasser tout simplement la simple utilité au niveau des royaumes Éowyn, et servir à une échelle plus grande en rejoignant la guilde des trackers. Mhm. Donc ils ont rejoint tous deux la guilde des trackers. C'est une Éowyn, justement, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Globalement, c'est une mage, mais aussi une combattante en mêlée. D'accord. Elle est très bonne en escrime, mais c'est une magie globalement moins puissante que nos deux présentés précédemment. C'est une magie plus académique, en quelque sorte. D'accord. C'est une magie beaucoup plus qu'on lui a apprise, mais du coup, le fait est qu'elle a des bases dans globalement toutes les magies. Elle ne peut pas toutes les utiliser, mais elle a une très grande connaissance au final des choses. Donc elle peut, je dirais, incanter peut-être un sort de soin, faire apparaître un bouclier magique et ensuite envoyer un trait de flamme. C'est des capacités de base qu'elle peut faire. Voilà. Et puis... Et surtout, ça lui permet de comprendre globalement comment les choses se passent, et c'est elle qui a mis au point le plan d'enfermement du Kalaktak en tant que tel. Le premier plan qui a été mis en œuvre. Donc beaucoup de connaissances, une capacité au corps à corps et je dirais une capacité de soutien en fait au niveau magique. Ok. Et enfin, Fennant. Bon, Fennant, est-ce qu'il est encore nécessaire de le présenter? Fennant, on l'a justement beaucoup vu dans Origins. C'est un mage Eadin, lui, complètement. Qui toutefois a, on ne sait pas trop comment, enfin il y a des personnes, et là je parle de manière générale dans Daria, qui naissent avec tout simplement une beaucoup plus grande affinité à l'énergie en tant que telle, à manipuler l'énergie, et lui c'est son cas tout simplement. Donc il s'est hissé très rapidement dans les rangs de son académie aussi, parce que lui aussi a suivi une formation, et est devenu pendant un temps mage de la cour, mais s'est totalement désintéressé de la chose, et a rejoint les rangs des trackers, où il a officié en fait pendant beaucoup d'années déjà, avant que Sigurd, Yae et Talan rejoignent la guilde en tant que telle. Il a du coup participé à beaucoup de combats, il a du coup beaucoup d'expérience, même si justement son âge qui commence à se faire ressentir, il est très âgé au moment où Origins se passe en fait. Son âge se fait ressentir concrètement, il n'a plus sa force d'antan en tant que tel. D'accord. Du coup, donc ces 4 personnages forment un peu la Dream Team, je dirais, dans Daria, hein, l'équipe de héros qu'on voudrait tous avoir. C'est clairement les mecs qui viennent te poutrer une entité ultra balèze et faite d'essence et d'énergie et qui contrôle tous les démons. Qu'est-ce qu'ils ont fait du coup, je dirais un peu leur passé d'équipe, qu'est-ce qui fait que ce soit eux qui aient été au devant de tout ça? Parce que tu dis qu'ils sont rejoints la guilde des trackers, à plus ou moins en même temps. À partir de là, comment sont-ils, je dirais, rencontrés? Quels liens se sont créés et vers quoi ça a tendu derrière? Alors, pour Sigurd et Yae, déjà, c'était une relation typiquement purement amoureuse en fait au final, qui d'ailleurs c'est sur cette relation-là que Sigurd a un peu joué au final pour amener Yae jusqu'à rejoindre la tour. Pour Fennant, lui, c'est tout simplement que il s'était hissé un tellement haut rang en termes de la guilde des trackers. C'était littéralement le chef de la guilde des trackers pendant toute une période. Donc, et vu sa puissance, c'est lui-même qui a constitué l'équipe au final. Comme Yae et Sigurd étaient ses deux meilleurs apprentis, entre guillemets, sur place, ils l'ont accompagné. Et quant à Talan, en fait, il s'est trouvé un petit peu embarqué dans l'affaire, je vais pas dire par hasard, mais plutôt parce qu'il s'est illustré en fait sur le champ de bataille en tant que tel. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que cette délégation de 3 personnes, donc Sigurd, Yae et Fennant, étaient dans la capitale Eadin, et ils ont participé à plusieurs guerres avant les événements qui sont décrits dans le JDR que tu animes, toi, la chute. Mais je sais plus ce que j'étais en train de dire, je ferai un coup pour montage. Talan, ton champ de bataille. Oui. Talan, lui, s'est illustré sur le champ de bataille dans le sens que il y avait plusieurs trackers dans les rangs tout simplement des soldats des armées, mais lui s'est illustré beaucoup plus que les autres, et donc du coup, étant donné qu'il fallait
dans le plan initial décrit par Yae 4 personnes, il a été amené dans ce groupe-là. Il faisait en fait partie de la guilde des trackers lui aussi depuis longtemps, mais il n'avait pas été prévu à l'origine dans le plan et il s'y est finalement glissé. D'accord. Donc cette équipe, après donc, la fameuse bataille, arrive sur le champ de bataille, finit par vaincre le Kalaktak. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors pour si eux, on peut le dire ou pas, après moi je me lance pas. On peut le dire, mais par contre, pour eux, en fait, c'est pas pour eux tous. C'est ça le concept de base. Le Kalaktak, même s'ils arrivent à lutter contre, ils perdent quand même 50% de leurs effectifs, on va pas se mentir. Au moment où Sigurd ouvre la faille, qui donc du coup va emmener le Kalaktak vers un petit peu les profondeurs de la Terre, entre guillemets, à toute proportion gardée, parce que le Kalaktak reste quand même énorme, et la faille pas si profonde que ça non plus. Yae en fait se fait transpercer littéralement par le Kalaktak pendant qu'il est en train de tomber, parce qu'il se débat, il tente de sortir de la faille, et sur 20, elle se fait transpercer et meurt à ce moment-là. Talan est mort peu avant dans l'affrontement en tant que tel, tout simplement pour essayer de distraire l'attention du Kalaktak pendant un instant, pendant que les autres étaient en train de se concentrer. C'était à lui de faire la distraction et il a malheureusement échoué à bien esquiver une attaque qu'il s'est pris tout simplement directement en pleine face, donc il en est mort peu après. Sigurd part limite en dépression après ça, du coup, bien évidemment. Et Fennan, lui, reprend ses distances avec la guilde des trackers en tant que telle, et va plutôt retourne en fait dans la capitale, Yadin, où il officie pendant plusieurs années en tant que conseiller en tant que tel des généraux en place. D'accord. Pour essayer de reconstruire un petit peu et préparer d'éventuelles autres invasions. Car tous savent, mais ne voudraient pas l'admettre à haute voix, que c'est que temporaire, cette entrave. Et donc, je dirais qu'elle a été, de manière plus générale, dans l'univers d'Andaria, la marque un peu de cette équipe, qui au final a eu une durée de vie assez courte, pour ce qui est de l'histoire, en fait, de toutes les guerres contre les démons, de toute la durée de vie du continent. Quel a été l'impact, je dirais, de ces héros, qui au final sont assez centraux dans le lore d'Andaria? Oui. L'impact, en fait, tout simplement, c'est un impact au niveau culturel, au niveau moral, majoritairement pour les peuples, étant donné que c'est la première fois qu'il y a une action concrète qui a été effectuée contre le Kalaktak. C'est la première fois qu'on a réussi tout simplement à le stopper, à le bloquer, à l'entraver. Même si ça n'a duré au final que quelques années, parce que quelques années plus tard, il a pu se libérer de ses liens et donc du coup retourner à la surface. C'est la première fois que les personnes arrivaient à le combattre et à le stopper pendant un instant. Et du coup, je dirais de manière générale, autrement dans le passé, déjà dans le futur et dans les récits, ces héros, on les a mentionnés plusieurs fois, même dans d'anciens JDR. Est-ce que leur rôle et leur impact se fait ressentir même des centaines d'années plus tard? Des centaines d'années plus tard, non, si ce n'est qu'en fait, justement, comme je te l'ai dit, aspect culturel, donc impact les manteaux et le fait qu'on se dise, il y a un moyen, en fait, il y a moyen de lutter contre. Alors qu'avant, c'était que limite du désespoir vis-à-vis de cette situation, parce que tout ce qui avait été tenté avait échoué, parce qu'il y avait eu plusieurs tentatives avant. Ok. Et je pensais par exemple à Doréholm, la tour des trackers. À partir de ce point-là, qu'est-ce qu'il advient des trackers? Alors les trackers sont globalement dispersés dans tout Andaria plus que regroupés à la tour de Doréholm. Donc il n'y a que très peu de personnes qui restent à Doréholm. Il y a Luanalia qui vient quelques années plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est littéralement la fille de Sigurd et Yae, qu'ils ont eu le temps d'avoir avant que Yae meure tragiquement contre le Kalaktak. Qui reprend plus ou moins le commandement de la tour en tant que telle, étant donné qu'elle n'a pas le commandement officiel, mais on la laisse prendre la majorité des décisions, les décisionnaires en tant que tels étant répartis à différents endroits d'Andaria. Et il reste globalement 5 personnes à la tour
en continu avec des changements entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont sur le site de la tour en tant que tel, histoire de garder des gens en place pour surveiller au cas où on ne sait jamais il y ait des animaux qui sortent, mais histoire d'avoir un maximum de personnes en fait réparties partout dans le territoire pour pouvoir lutter contre les petites incursions au niveau local. Un point que j'aimerais adresser en fait au sujet de cette partie, donc c'est au final la vie dans la tour. Qu'est-ce que la tour? Parce que c'est quelque chose dont je vous parle régulièrement dans les JDR et également que je vous parle là actuellement dans cet extrait. En fait, la tour est un endroit qui a été construit il y a un certain temps. Je remettrai de toute façon la petite timeline en bas. Voilà. C'est un endroit qui a été construit il y a longtemps, avant l'oubli, pour au départ en fait défendre l'extérieur de la vallée contre l'intérieur de la vallée où il y avait des animaux. Les animaux qui sont de très grandes créatures d'environ 3 mètres de haut, très violentes, qui ne peuvent tout simplement pas être raisonnées et qui régulièrement sortaient de leur vallée pour tuer des fermiers qui se trouvaient là en fait, tout simplement. La raison pour laquelle la tour a été construite à cet endroit-là, c'est tout simplement pour ça à l'origine. Et sa première véritable implication, le moment où elle a été vraiment créée en tant que telle, car il y avait déjà un bâtiment à cet endroit, mais qu'une première organisation s'est vraiment formée, c'est lors des événements narrés dans Lutte fratricide, donc pendant la guerre entre Sphère et Domaine, où donc cette organisation, la tour de Doreholm, parce qu'elle est localisée à un endroit nommé Doreholm, a décidé en fait de prendre part plus ou moins dans le conflit, étant donné que, étant neutre, elle cherchait en fait à rétablir la paix. Et pour rétablir la paix, en fait, il fallait résoudre le problème vis-à-vis des démons qui était causé par la question de la magie. Question de la magie qui était au centre des combats entre Sphère et Domaine, justement. Il y a donc eu un conseil qui a été monté entre Sphère, Domaine et Alliance également. L'Alliance étant, l'Alliance des Rotan étant l'intégralité des peuples au sud qui en fait sont alliés et qui n'étaient pas encore entrés en guerre mais qui allaient entrer en guerre. Et un conseil est donné par les différents membres, en fait, par quelques-uns des membres par quelques-uns des membres de la tour. Une entrevue est faite à côté du cœur de Gozan, justement, un endroit assez emblématique au final de cette paix, étant donné que c'est un endroit qui n'était littéralement pas convoité par la guerre et qui appartenait plus ou moins à Doreholm. Bref, sur ce terrain neutre, une entente a tenté d'être trouvée. Et comme il n'y a pas eu d'entente, la sphère Seras, qui était l'objet de tous les débats, Ymia cherchait à récupérer la sphère Seras à tout prix pour son plan. La sphère Seras a été emmenée dans les trésors de guerre de l'empereur du domaine Eranan. Cette sphère a été récupérée par Ymia, justement, et quasiment au prix de sa vie, elle l'a emmenée dans la tour de Doreholm tout d'abord, où ensuite elle a été emmenée jusqu'au futur temple des cristaux brisés, voir les événements qui ont donc été décrits dans un JDR d'un côté, dont je vous mets l'info ici, et également Histoire d'un héros Ymia que vous avez qui vous décrit l'autre partie des événements en tant que tel. La tour, bref, c'est quoi? C'est un haut bâtiment d'une dizaine d'étages, de forme pseudo-cylindrique, si ce n'est que c'est un cylindre renflé en sa base, avec un toit tout simplement. Un toit avec un toit en cône. Avec un toit en cône aplati, qui est plus ou moins ancré fermement dans le sol, étant donné que cette structure en fait est prévue pour pouvoir être déplaçable, littéralement. Quand j'entends déplaçable, c'est déplaçable par magie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la structure, il y a d'immenses cristaux qui contiennent de l'énergie, et il y a globalement du stockage d'énergie dans plus ou moins tous les étages du bâtiment en fait. Et pour une personne qui sait s'y prendre, tout simplement, la tour peut être transloquée d'un endroit à l'autre en cas d'extrême urgence, étant donné que toute l'énergie contenue dedans serait cramée en fait à la déplacer 1 ou 2 fois maximum. Talon se tenait devant l'assemblée principale de la tour. Celle-ci, en surplomb par rapport à lui, était formée d'une enfilade de tables en nu,
bordant une des 3 arcades du lieu. Sous les arcades situées à gauche et à droite de lui étaient suspendus des cristaux, à taille presque humaine, autour desquels lévitaient des éclats aux dimensions bien plus réduites. D'aucuns se mouvaient, mus par une force invisible, d'autres restaient en place, figés dans le temps comme l'espace. Au-dessus, des trilles luminescentes s'enroulaient autour des colonnades et des arches en une spirale endiablée, formant comme les racines d'un titanesque arbre antique. Des bougies étaient disposées çà et là et jetaient des lueurs citrines éparses, dénotant avec la lueur bleutée cristalline s'échappant de tous les autres éléments du lieu. L'atmosphère était paisible dans cette librairie de recherche, quiétude qui dénotait avec le sérieux de la situation qui se posait en raison au rassemblement tardif en ces lieux. Peu de sièges de ce conseil improvisé étaient emplis. Au centre de l'assemblée se tenait Fénan, ayant repris la tête de l'organisation suite à la mort tragique de son prédécesseur, quelques années plus tôt, ayant succombé face à un anima. Cet Eadine d'entre-deux âges, au regard sans cesse perdu dans une réalité à laquelle il était le seul à avoir accès, était connu à travers la plupart des royaumes, la commandité de Rhéin n'en étant pas exempte. Ses exploits sur le champ de bataille n'entraient en concurrence qu'avec l'étendue de ses connaissances, et ce n'était pas peu dire. Depuis 20 cycles déjà au service d'Andaria, agissant contre toutes les engences visant à corrompre cette terre et formant ceux qui luttaient à ses côtés pour toujours les préparer à affronter de nouveaux types de menaces. Pourtant, quand bien même l'endroit fut sublime et respira la puissance, et qu'il fût en présence des plus grands de ce monde, une voix dans son esprit laissait toujours échapper ces sombres murmures. Ils n'ont jamais été à la hauteur, même eux, ils n'ont pu les sauver. Pourquoi leur faire confiance ? Sa main tressaillit imperceptiblement, tandis qu'une goutte de sang perlait de sa main, qu'il avait entaillée de ses ongles tant il était tendu. Parmi le reste de l'assemblée, Talon reconnaissait quelques têtes qui lui étaient familières, des compagnons de combat qu'il avait rencontrés au fil de ses pérégrinations et qu'il avait appris à côtoyer depuis son entrée non officielle dans la guilde des traqueurs. Si en ce jour on l'avait convoqué, il était clair qu'il ne s'agissait que d'une formalité afin d'officialiser sa nomination. Toutefois, le cadre rappelait, au visage teinté de doute et d'inquiétude, que la simple convenance qu'était son intronisation n'était qu'une étape de l'assemblée. La question du Kalaktak avait à être débattue. La voix reprit dans son esprit, susurrant ses babillages corrupteurs. « Suis simplement ma voix. J'ai moyen de te donner ce que tu recherches réellement. Eux en sont incapables. Tu pourrais t'élever au-dessus de tous et tout. » La voix solennelle de Fénan tira le Drin de ses pensées. Dans un temps reculé, les honneurs dus à un tel enrôlement auraient été rendus. Mais ici et maintenant, nous devrons nous contenter de quelques paroles. Talon, pour ton implication dans ce conflit et suivant ta volonté, je t'accepte dans les rangs des traqueurs. Jures-tu, quel que soit ton état physique et mental, de faire tout ton possible pour défendre les peuples, quels qu'ils soient, et de mettre tes différends et sentiments personnels hors du jeu de tes choix? Le temps n'était pas à la peur, le temps n'était pas au remords, ni à la haine. Tout cela viendrait plus tard, dans la tourmente du combat, et les coupables paieraient. Tempérant ses ardeurs, il fit tout ce qui était en son pouvoir pour garder une face neutre et rétorqua d'un ton égal un seul mot, braquant son regard gris acier dans les yeux de Léadine. « Oui. » Quoi qu'il en soit, cette tour, en fait, a été ensuite transformée en termes d'usage. Car, au final, d'un poste de contrôle pour empêcher les sorties des animaux, qui sont devenus de plus en plus rares, voire inexistantes au final dans les événements actuellement narrés dans Origins, de cela, c'est devenu en fait une base d'activité pour traquer les démons. Les gardiens sont devenus littéralement des traqueurs, et ils ont pris ce titre en s'illustrant au fur et à mesure des batailles, en donnant tout simplement des conseils tactiques, étant donné que ce sont des personnes qui ont une grande connaissance de la nature même de l'énergie. En effet, étant donné qu'ils ne sont pas rattachés à une école particulière et qu'ils ne sont pas non plus maintenus en quelque sorte sous la tutelle d'un gouvernement, d'une organisation politique, et qu'ils ont leurs endroits d'expérimentation qu'ils ne répondent que d'eux-mêmes, littéralement, à partir du moment où ils ne gênent pas les peuples, eh bien ils ont pu expérimenter énormément de choses et ont du coup beaucoup de connaissances techniques sur certains sujets qui échappent totalement aux armées en place en fait. Et c'est pour ça qu'on en retrouve généralement des trackers en consultant dans la plupart des royaumes. Le seul royaume n'ayant pas de consultant tracker étant celui des Aewi, étant donné qu'il est fermé de toute manière
à toute intrusion extérieure par la fameuse règle de non-ingérence dont j'ai déjà parlé par le passé. Yae était étendu au sol, main posée sur le ventre, son corps ascétique perdu, au pied d'un immense feuillu solitaire au point culminant d'une faible colline, enfermé dans une clairière bordée d'une maigre rivière. Les fines herbes, arrivant à la cheville, ondoyaient sous le vent, rendues légers par la présence d'un bois environnant, telle une mer à peine secouée par une brise de printemps. Les fleurs de tani, graminées s'achevant d'un pompon cotonneux, s'agitaient telles des flammes vacillantes refusant de s'éteindre. Un doux sourire au visage, elle se tenait immobile, sa chevelure ondulée, formée d'une palette de couleurs allant de mauve à lavande, était laissée lâche sous elle. Yeux clos, tandis que quelques mèches éparses venaient chatouiller sa face et fouetter son nez légèrement retroussé, elle profitait des doux rayons fractionnés par le feuillage de l'arbre. Seule venait troubler ce tableau la cicatrice à l'arcade sourcilière droite, détruisant la ligne de ses fins sourcils et laissant une marque blanchissante avec le temps qui s'étendait du front au bas de la tempe dextre, marquant la paupière au passage. Il lui sembla en avoir entendu un bruit, comme si des pas légers et lents écrasaient l'herbe non loin d'elle. Toutefois, elle tint ses paupières fermées, persuadée que personne ne viendrait ici. En cet endroit, elle se tenait à une des limites du royaume Eyui, zone de terre immense englobant l'intégralité de la forêt d'Avenal. Elle aimait à se trouver là, à la limite entre les terres qui étaient autorisées par les Eyui et l'extérieur, comme les dirigeants l'appelaient. La règle de non-ingérence interdisait formellement à quiconque de passer les limites du domaine, autrement celui-ci voyait sa main se marquer d'une trace luisante étrange, imposée par les barrières énergétiques du lieu. Et la loi était claire. Quiconque portait cette marque, quel que fût son rang ou la raison, devait fuir le royaume, sous peine d'être exécuté à vue. Nul ne savait pourquoi désormais cette règle était encore en place, mais les usages avaient vie longue dans cette société, et s'il y avait bien une chose à laquelle les conseillers comme la reine tenaient, c'était bien les anciennes traditions et coutumes. Les gouvernements s'y succédaient, mais les familles restaient, et avec elles les idées anciennes s'enracinaient, bien plus profonds même dans les esprits que les plus grands arbres d'Eona dans la forêt. Un nouveau craquement, un peu plus proche lui sembla-t-il, se fit entendre. L'estimant encore de l'autre côté de la rivière, elle supposa un chine, une de ces étranges créatures fouissant les feuilles mortes, semblable à une boule de fourrure disposant de 3 yeux sur une trompe préhensile, de venir s'abreuver au cours d'eau. Il était commun qu'ils viennent ici, et bien que ces petites créatures, hautes comme un gobelet, l'avaient surprise à ses premières visites dans la clairière, elle s'était habituée à leur présence, qu'elle trouvait presque rassurante. Un zéphyr, un peu plus puissant que la moyenne, s'engouffra dans ses atours et vint la faire frissonner pendant un instant. Elle était vêtue simplement et peu parée. Une robe gris délavée, fendue aux cuisses et faite d'un tissu solide mais non moins confortable, dont la frange basse était usée, la couvrait en grande partie, descendant jusqu'aux chevilles. Celle-ci était complémentée par une tunique longue, tombant à ses genoux d'un gris plus soutenu qu'elle portait par-dessous. En unique ornement, elle possédait autour du cou une petite amulette circulaire de bois sculpté maintenue par une corde effilochée, représentant une larme, symbole d'une famille Eyui, peu reconnue politiquement, mais néanmoins respectée socialement. Elle se redressa brusquement, ouvrant les yeux, persuadée d'avoir entendu un bruit cette fois, et resta assise, comme figée, une expression de pure surprise sur le visage, tandis que son regard se portait au niveau du ruisseau. Un néadine, aux cheveux ailes de corbeau, se tenait à quelques dizaines de pas d'elle, assis sur une pierre proéminente dans la végétation rase du lieu. Un frisson parcourut à nouveau son échine lorsqu'elle remarqua qu'il était du même côté du rue qu'elle. Non qu'il eusse l'air agressif ou ne la dérange, mais bien qu'elle savait pertinemment qu'il avait franchi, consciemment ou non, la limite qui lui avait appliqué la marque. Elle hésita sur la marche à suivre pendant quelques instants. Aux yeux de son peuple, ce serait une trahison que de ne pas dénoncer cet étranger, qui violait les limites du royaume en toute impunité. Concernant la chute de Kalaktak, je n'aurais pas grand-chose à ajouter que tout simplement regarder le JDR que nous avons fait, moi et Yoka, en collaboration, où en fait on décrit plus ou moins la chute du Kalaktak vu du point de vue d'un groupe de soldats qui va être incarné par des joueurs. Si vous avez la foi. Sinon, globalement, sachez que cet extrait résume globalement bien la fin de l'affrontement. En termes de contexte, à cette époque de guerre contre le Kalaktak, de première guerre au final, de première vraie guerre contre le Kalaktak, on est en post-oubli, environ 800-900 ans après. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Kalaktak a été formé à l'oubli, comme on a pu le voir dans le JDR sur l'oubli justement. Ce Kalaktak en fait a pris énormément de temps à revenir à lui, comme on a pu en parler déjà précédemment. Et en fait, d'autres batailles ont eu lieu
contre le Kalaktak avant cette bataille où Sigurd, Yae, Fennan et Talan ont fait front contre lui pour le faire tomber. D'autres trackers se sont opposés à lui et sont morts tout simplement, des tentatives ont été faites et cette bataille en fait garde une mémoire historique étant donné que c'est la première fois vraiment qu'on a combattu le Kalaktak et qu'on a remporté une victoire contre lui, même si elle n'est que de courte durée étant donné que quelques années plus tard, il arrive à se défaire de ses liens. En parlant de ça justement, de se défaire de ses liens, c'est les événements donc, qui précèdent la deuxième partie d'Origins en tant que telle, étant donné que si vous avez un petit peu suivi la série, on a une première partie qui se passe quasiment après la chute du Kalaktak en tant que tel, donc quasiment après la première chute du Kalaktak en tant que tel, donc par nos fameux 4 héros et qui a été narré dans le JDR, et qui a été narré dans un JDR, la chute, ils font un bond temporel de 13 ans en avant parce qu'ils font des petites erreurs dans leur portail, et donc du coup au bout de ces 13 années, ils se retrouvent après la deuxième entrave du Kalaktak qui a eu lieu par Fennan et Haikal qui se sont associés, Haikal ayant précipité le Kalaktak dans le vide, littéralement, dans un plan, Haikal ayant précipité le Kalaktak dans un plan annexe. Va ensuite suivre une troisième entrave, et de cette troisième entrave, le Kalaktak va finir par se libérer, et le moment où il se libère, c'est globalement le milieu de l'arc 1, en fait, tout simplement. Et c'est là que la boucle est bouclée, globalement, au niveau des JDR. Fennan tournoyait dans la mêlée, tranchant de sa lame et repoussant de son antique bâton. Sa longue robe de bure verte, insigne de sa fonction, semblait voler entre les corps inanimés et brisés des démons, comme animé d'une volonté propre, sous la fureur des coups qui l'assénaient. L'affrontement lui semblait durer depuis une éternité. Ses bras étaient perclus de courbatures, et ses tempes moites dégoulinaient de sueur, tandis qu'il faisait tout son possible pour rester concentré sur tout en chaque instant, la moindre erreur pouvant s'avérer fatale. Un immense hurlement, d'une puissance telle qu'il eût dû être entendu jusqu'à Kétéra, lui fit faire volte-face par pur réflexe. Le temps sembla se courber, s'étendre, alors qu'il se tournait vers l'origine du vacarme. Une ouverture béante, d'un bleuâtre noirci, étrangère à ce monde, se tenait à quelques pas de lui. La créature le surmontait tellement. Mais il n'eut pas le temps de continuer sa contemplation que cette dernière abattit un Kéron en plein vol, le clouant au sol d'un unique coup, comme un fermier abat une poule. À ses yeux, les passes d'armes duraient une éternité. Parfois, il avait conscience des mouvements des compagnons d'armes autour de lui, mais le vortex des combats avait au fait de les ravir à sa vue. L'odeur métallique du sang emplissait l'air de sa fétide tiédeur. Le sol n'était plus qu'un mélange spongieux et collant, saturé de résidus d'énergie et de cruor, donnant à la terre cette signature vermeille si caractéristique des carnages. Sigurd ouvrit brusquement les yeux, ses côtes le brûlaient, et ses membres refusaient de lui obéir. S'appuyant du mieux qu'il put sur ses paumes meurtries d'échymose et de contusion, Léadine poussa de toute sa force ses bras pour se propulser debout, titubant sur ses appuis. À quelques mètres de lui, la créature titanesque le surplombait et hurlait de sa bouche d'antan, esprit et matière, comme s'il eût agi d'une matière visqueuse. Seul au milieu de la tourmente déchaînée de sang et d'acier, il secoua sa tête pour recentrer ses idées puis fit appel à la magie. Comme à l'accoutumée, il se concentra sur l'étiolement des limites entre plan réel et énergétique, mais alla plus loin. Lorsqu'il sentit le vortex tenter de s'engouffrer dans l'interstice qu'il avait ouvert, il amplifia la faiblesse, et une vague déferlante l'engloba, brûlant sa chair et sa conscience un peu plus chaque seconde. Ne sentant plus son corps capable de contenir plus de cette force sans risquer de fondre sous la puissance mise en jeu, il libéra l'énergie, la faille laissant échapper par lui une volonté de pure destruction échappant à tout contrôle, épuisant ses forces tant qu'il put, renforçant celle-ci par sa rage, son amertume, son désespoir, son chagrin. Dans un craquement sépulcral, une brèche s'ouvrit dans le sol et se déploya en quelques instants. Une trouée si large qu'elle eût pu contenir le palais du conseil tout entier, un vide si profond qu'il eût pu engloutir une montagne. Les cris des soldats chutant dans l'abîme se mêlèrent au beuglement de la créature, qui s'effondra dans la crevasse. Elle se débattit, et des marques de griffes scarifièrent la roche, tandis qu'elle chutait rejoindre les corps désarticulés des guerriers fracassés par leur chute, dans la plus profonde noirceur.
Un peu plus loin se tenait une Inuit, dont le visage était familier à Léadine. Tout comme lui, elle était d'âge moyen. Elle lui sourit faiblement. Visiblement blessée, elle peinait à avancer sur le rebord du précipice, se tenant appuyée sur le pommeau de sa lame d'éthyrite. De son torse, une griffe d'un noir obsidienne, maculée de reflets rouges, sortit, et une expression de douloureuse surprise remplaça le soulagement. Nul chagrin, nulle colère ne toucha Sigurd. Au-delà de l'épuisement, il se tenait, faible silhouette aux commissures du gouffre du monde, et, impuissant, il vit chuter Yaé, entraîné par l'ultime sursaut du Kalaktak vers les ténèbres, que son esprit rejoint bientôt, s'effondrant lourdement au sol. Sigurd, Yaé, Fénan et Talan. Vous pouvez vous dire que ces 4 noms reviennent très souvent dans le lore d'Andaria. En fait, c'est tout simplement parce que la majorité des JDR ont eu lieu dans cette période-là, et également que c'est la période globalement qui est la plus documentée et au final la plus courte. Car de la période après l'oubli, en fait, ce ne sont pas les mêmes héros que ceux qui étaient avant l'oubli, en fait. Et tout simplement, dès qu'on parle d'après l'oubli, bien on limite grandement le champ des choses dont on peut parler. Et étant donné que leurs actes ont eu une grande portée culturelle, comme on a pu le préciser juste avant, c'est pour cela qu'on en parle beaucoup globalement. Et pourquoi est-ce que j'axe beaucoup de mes choses là-dessus? Tout simplement parce qu'en fait, ces 4 héros sont une bonne manière de glisser et d'expliquer beaucoup de concepts du lore de l'univers via ça, parce que du coup on touche au Kalaktak, on touche aux essences, on touche à la nature de l'énergie en tant que telle, toutes ces choses qui permettent en fait de caractériser l'univers. Et donc c'est pour ça que j'en parle autant, et que je trouve que là il est intéressant de comprendre un petit peu plus qui ils sont. J'espère que cette variation du format des romans audio vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'essaie de faire quelque chose qui soit plus digeste que tout simplement de l'histoire sans rien, sans fond, sans éléments. Si vous pensez qu'il faut que je rajoute des éléments pour que ça tourne plus vers un point lore au final que vers un roman audio, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous trouvez que la balance est bonne, pareil, dites-le moi, que je sache en fait que je puisse adapter. J'attends en fait vos retours pour savoir dans quelle voie je dois continuer. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et je vous dis de toute manière à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!